Alors oui, aujourd'hui, je voudrais vous convier à une promenade, une petite escapade dans les archives et l'histoire autour de cette notion de secret qui intéresse périodiquement les philosophes et les ethnologues. Alors le mythe des secrets cachés dans les dossiers d'archives a la vie longue. Cela dénote de la part de nos contemporains une étonnante et tenace confiance dans l'écrit, puisque tout y serait inscrit d'une manière ou d'une autre. Cela reflète surtout la part de rêve qu'il y a en chacun de nous d'un possible savoir sur toutes les prises de décision, sur l'enchaînement des événements de l'histoire. Et cela reflète aussi la part d'angoisse que suscitent en nous les informations tues par l'administration pour raison d'État. La question des dossiers classés secret défense fait régulièrement la une de l'actualité. La commission consultative du secret de la défense nationale émet des avis sur la déclassification totale ou partielle des notes des directions sensibles, des ST, des GSE, des RM, direction du renseignement militaire, et la presse se fait largement écho de ces mouvements. Quant aux hommes de l'art, je veux parler des archivistes en charge de la collecte, de la conservation et de la communication des archives aux citoyens. Ils se démènent au milieu de ces centaines de kilomètres d'archives et ils appliquent la loi que les législateurs leur ont concoctée. Alors, la nouvelle loi du 15 juillet 2008 a révisé tous les délais de communicabilité des archives qui reposaient sur une loi de 1979 qui elle-même prenait le relais de la première et seule loi pendant 200 ans, celle du 7 Messidor II, 1794, faite par les révolutionnaires de la Convention. Et ces révolutionnaires, qui avaient peu de frilosité, un bel esprit d'ouverture, en tout cas, en théorie, permettaient à tous les citoyens d'avoir accès à ces archives dans tous les dépôts de la République, sans frais, en payant simplement pour avoir des extraits ou des reproductions. Alors malgré ces lois d'archives, l'homme de la rue, encore aujourd'hui, l'homme engagé, le citoyen engagé, l'homme politique, sont prompts à crier au scandale du secret et à réclamer l'ouverture d'archives qu'on leur cache. Alors l'État et les archives, c'est une histoire qui remonte très loin dans le temps, depuis les tablettes cunéiformes mésopotamiennes et les papyri des scribes égyptiens de l'époque des pharaons. Mais avant que d'être un lieu de secret, les archives sont d'abord un réservoir d'informations considéré comme plus ou moins nuisible par ceux qui sont fichés, dénommés, enquêtés. Et les populations en ont eu conscience très tôt. Dans les livres des histoires de Grégoire de Tours, qui vit à la fin du VIe siècle, il rapporte comment le roi Chilpéric avait fondé des impôts nouveaux et comment il avait fait tourner son agent royal, le référendaire Marc, à l'intérieur des provinces. Et alors le peuple limousin, on ne sait pas trop pourquoi le peuple limousin seulement, s'est révolté. Les propriétaires se sont révoltés, se sont rassemblés et ils ont pris les registres, les ont brûlés, les ont incendiés. Donc un phénomène que le roi Chilpéric, évidemment, a condamné. Il a mis quelques abbés, quelques prêtres sur des poteaux qu'il a torturés, mais finalement, il a perdu ses 2 enfants et il a brûlé lui-même les registres qu'il avait fait lever pour éviter les tourments de Dieu. 800 ans plus tard, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Vers 1400, sous Charles VI, les hommes de corps de la cathédrale de Laon ne veulent plus payer leur taille, on est vers 1400, ils ne veulent plus payer l'impôt dû au Seigneur, et ils font des conspirations, nous disent les textes, ils s'allient entre eux, et de nouveau, ils vont brûler les livres et les registres des assiettes particulières de l'impôt, là où sont inscrits tous leurs noms, la somme qu'ils devaient. Sans savoir eux-mêmes lire ou écrire, ces serfs connaissaient la force de l'information et ils la détruisent. Et cette destruction des archives nominatives, susceptibles d'avoir des informations qui vous concernent, est un leitmotiv de l'époque moderne lors des révoltes paysannes, avec son achèvement, son aboutissement sous la Révolution, lors de la Grande Peur de juillet 89, lorsque les châteaux sont saccagés, incendiés et les archives féodales et fiscales détruites. Donc la peur des archives, ça a été d'abord une peur de l'information, qu'elle soit réelle ou non. Mais pouvait-on cacher vraiment des données? Quels étaient les moyens dont disposaient les autorités pour protéger leurs informations? Voici quelques exemples. Ce n'est pas du tout, finalement, dans les archives elles-mêmes, dans la construction d'un dépôt d'archives qu'on va pouvoir se cacher au reste du monde. Le roi de France a construit
son trésor des archives royales à l'intérieur de la Sainte-Chapelle du Palais, deuxième moitié du XIIIe siècle. Et puis, on pouvait y accéder, les fonctionnaires circulaient, ils accédaient aux documents, et même les sujets portaient des réclamations au roi pour essayer d'obtenir des documents qu'ils avaient perdus eux-mêmes, en espérant que le roi pouvait les avoir. Donc c'était une sorte de réservoir inépuisable d'informations, plutôt vu comme ça, plutôt qu'un lieu de secret. C'est la pratique de l'écrit, surtout, qu'il faut examiner, parce que l'écrit s'est multiplié, diversifié au cours des XIIe et XIIIe siècles, et avec lui, la pratique du sceau, qui permettait d'authentifier un document. Alors, cette empreinte de cire était suspendue au document, permettait de la valider, de savoir qui avait fait ce document, et donc de le conserver avec toutes les garanties juridiques. Mais à la fin du XIIe siècle, on a mis une deuxième empreinte au revers de la première pour éviter les contrefaçons, parce qu'on pouvait effectivement, avec une lame chaude, enlever la cire et la remettre sur un autre acte falsifié, et donc forger un nouveau document avec toute la valeur d'authenticité. Alors on a mis une deuxième empreinte, une seconde empreinte au verso, au revers, comme on dit, plus petite, pour éviter les contrefaçons. Et puis pour propager une image double, celle de l'avers et celle du revers, des légendes qui se complétaient. Et à la fin du XIIe siècle, on voit apparaître sur ce petit contre-sceau une autre légende qui a à voir avec notre notion du sceau du secret. Il apparaît à ce moment-là, vers 1180, sur des sceaux d'évêques, la mention « sit secretum » sur le petit sceau, que cela soit secret, ou « secretum meum », c'est mon secret. Et ça se diffuse vers les seigneurs, vers des princes. Vers 1180-1220, il marque « secret de Guillaume, comte de machin », ou « secretum Joannis », secret de Jean, secret d'Aliénor, parce que même les femmes utilisent ce sceau. Alors les historiens sont d'avis que ces personnages utilisaient ce petit sceau pour clôturer des lettres, des documents qui étaient réservés à leur usage propre pour des motifs diplomatiques, politiques, pour des exécutions d'ordre, dont ils ne voulaient pas rendre la teneur publique à tout leur entourage. Et donc ce sceau du secret s'est beaucoup diffusé, surtout évidemment autour de la monarchie et de l'administration royale, parce qu'au XIIIe, au XIVe siècle, la production d'écrits va croissant. On est sur 30 000, 40 000, 50 000 actes qui sortent des bureaux royaux tous les ans. Et donc, à partir de Philippe le Bel, on voit ce sceau du secret qui existe vraiment. Dans les documents, il dit « j'ai fait sceller avec le sceau de notre secret ». Et c'est réservé toujours à des missives d'ordre personnel, diplomatique, politique, militaire, pour des ordres de paiement spécifiques à des personnes particulières. C'est à la fois la volonté d'échapper au contrôle de l'administration, qui est déjà tentaculaire, et puis aussi d'éviter des retards, parce qu'il y a déjà de la bureaucratie. Donc on voit que ce sceau du secret est à la fois un outil du secret, mais aussi un outil presque public. Au XVe siècle, on va utiliser ce sceau du secret pour tout et n'importe quoi. Et alors on développera une autre façon de cacher les choses. Au même moment, et c'est important, effectivement, au début du XIVe siècle, on voit apparaître une autre notion qui est liée aussi à ce sceau du secret. Sous Philippe le Bel, il y avait toujours 3 clercs qui suivaient le roi, les clercs de sang, ceux qui rédigeaient les lettres pour les affaires criminelles. Et à partir de 1316, on sait qu'il y a 3 clercs du secret, en français dans le texte, qui accompagnent le roi et qui sont là justement pour rédiger les textes dont le roi veut garder la teneur secrète auprès de lui. Et à partir de là, le mouvement va s'élargir vers la reine, le roi, les autres princes. Et donc on voit apparaître en décembre 1316, pour la première fois, le mot de secrétaire. Ce clerc du secret devient le secrétaire, bien sûr. Et la notion de secrétariat évoluera plus tard à un haut niveau de la politique, vers les secrétariats d'État. Mais c'est une autre histoire. Alors, au milieu de ces escouades de notaires et de secrétaires, parce qu'en fait, ils avaient tous le titre de clerc, secrétaire et notaire du roi, quelle que soit leur fonction, le roi médiéval avait tous les moyens d'une politique personnelle et secrète, à l'intérieur comme à l'extérieur du royaume. Et on l'a dit tout à l'heure, l'exemple le plus emblématique, le plus médiatique, encore aujourd'hui évidemment, c'est l'affaire des Templiers. Alors, le vaste coup de filet opéré par les agents royaux à l'aube du vendredi 13, ce fameux vendredi 13 octobre 1307, a été préparé par une série d'ordres secrets envoyés au préalable, puisque l'ordre d'arrestation, dont un exemplaire est conservé encore aux Archives nationales, a été envoyé le 14 septembre, donc un mois auparavant. Mais il y a une sorte d'ordre secret, des repérages sur place, des enquêtes de police, de la même façon que l'Inquisition savait le faire au XIIIe siècle lors du repérage des hérétiques. Et dans cet ordre d'arrestation, il y a toute
description de ce qu'il faut faire en français, justement, pour les agents locaux. Comment on doit employer le secret, aller voir secrètement, donner des ordres secrets aux différents personnages de confiance qu'on pourra trouver sur place, auxquels on fera prêter serment et qui serviront à l'arrestation et à l'emprisonnement. Ordre écrit, préparé en secret à Paris, préparé sur place, contact personnel et oralité se mêlent pour l'efficacité de l'arrestation. De manière plus générale, pour la transmission des ordres les plus secrets, le chiffrage des messages diplomatiques et des services d'espionnage commence dès la fin du Moyen-Âge. On a encore des machines à coder et décoder. Allez voir l'exposition du château d'Écouen, François Ier Soliman le Magnifique, qui présente une machine de l'époque d'Henri II. Donc c'est déjà bien connu. La recherche d'encre invisible aussi est ancienne. Un historien vient de montrer qu'on a en Allemagne, au tout début du XVIe siècle, une transcription d'informations d'espions faite avec de l'encre de lait pour rester invisible dans le registre tenu par l'administration de la ville. Et au niveau le plus élevé, au niveau royal, il y a aussi une diplomatie secrète qui est parallèle à la diplomatie officielle, qu'on appelle en France le secret. Et sous Louis XV particulièrement, il y a une organisation spécifique qu'on appelle le secret du roi, et qui va se charger, au début du XVe siècle, de nouer des relations officieuses, de faire des négociations avec les pays du Nord et avec la Pologne notamment, parce qu'on recherche des alliances à l'Est. Et donc, à Varsovie, à Saint-Pétersbourg et à Stockholm, on a un réseau comme ça d'espions qui est tenu par le roi directement, qui fait des échanges de correspondance, qui signe les documents, qui répond lui-même à ses correspondants. Et des aventuriers célèbres, comme le chevalier d'Éon, furent mêlés à ce secret du roi, dont les historiens ont fait l'histoire très érudite, mais sur lesquels il y a eu peu d'ouvrages grand public. Et ce qui est finalement paradoxal, c'est que la participation directe du roi à ce secret du roi, le montage d'une organisation très structurée autour de lui, le goût du mystère, vont, dans ce cas précis au XVIIIe siècle, avec une énorme production écrite bien conservée. Et donc, ça rend aux yeux des historiens beaucoup moins secret, une structure secrète, que les structures très officielles où l'oral, la proximité des intervenants nous prive souvent d'archives. Et donc, on connaît mieux, finalement, les affaires d'espionnage que la marche quotidienne du gouvernement. Encore un dernier cas qui a beaucoup intrigué les publics de tout genre, c'est les archives secrètes du Vatican. Un mot qui fait rêver, bien sûr, donc archives secrètes. Ce sont des archives précieuses, bien sûr, des dizaines de kilomètres de rayonnage qui remontent au début du Moyen-Âge, qui s'occupent de diplomatie, de gouvernement, de finances, de relations interpersonnelles européennes, des informations stratégiques pour la papauté. Mais le nom même de secret remonte à la fin du XVe siècle, lorsque le pape Sixte IV avait fait une bibliothèque secrète à l'extrême fin du XVe. Et les archives secrètes sont simplement la continuité de cette bibliothèque secrète. Alors ces archives, bien sûr, elles n'étaient pas accessibles à tout le monde. D'ailleurs, elles l'ont été très longtemps inaccessibles aux chercheurs. Il a fallu que Napoléon Ier conquiert les États pontificaux et fasse ramener 3200 caisses d'archives, 200 000 liasses en gros, en 1810, et les ramène aux Archives nationales, donc au cœur du Marais, à l'hôtel de Soubise. On en a conservé quelques-unes, il ne faut pas le dire, pour que des premiers chercheurs puissent avoir accès, classés, cotés, inventoriés. Et on retrouve encore au Vatican les traces de mes prédécesseurs qui avaient fait des premières cotations sur ces archives et qui avaient pu les découvrir. La voie alors était ouverte pour un accès moins réservé, mais il a fallu attendre 1880 et Léon XIII pour que ces archives soient vraiment ouvertes. Mais elles représentent une masse considérable, bien sûr, encore aujourd'hui. Alors pour terminer et revenir sur la France, j'indiquerai qu'en 2008, elle a adopté un régime de communicabilité immédiate. Donc, a priori, rien n'est secret, rien n'est inconsultable. C'est la règle de base, avec des exceptions pour les secrets défense, la sécurité publique, 50 ans. Pour les documents, certains documents ayant trait à la vie privée, il faut aussi attendre 50 années, dans des conditions, il y a des détails. Les dossiers des juridictions sont consultables au bout de 75 ans, sauf s'il s'agit de cas d'agression sexuelle ou de cas de mineurs. À ce moment-là, c'est 100 ans. Et le secret médical est protégé seulement 25 ans après votre décès. Donc, je meurs à 20 ans, à 45 ans, toute votre famille sait ce que vous avez eu. Donc il y a des problèmes dans cette loi.
Tous sont communicables avec d'éventuelles dérogations, mais elle a instauré quelque chose qui n'existait pas avant, une catégorie d'archives totalement incommunicables. On ne peut rien demander, on ne pourra pas les voir, on ne peut pas faire de demande de dérogation. Ce sont toutes celles dont la divulgation permettrait de localiser, d'utiliser, de fabriquer des armes de destruction massive, chimiques, bactériologiques, nucléaires, etc. Donc un cas qui n'existait pas en 1979. Nouvelle époque, nouvelles restrictions, et les archives sont soumises aux impératifs du temps comme le reste des pratiques juridiques et sociales. Alors le secret des archives réside autant dans les masses faramineuses de documents écrits qu'ont produits les hommes et leurs organisations, que dans les révélations qu'on y trouve, aussi bien au Moyen-Âge qu'à l'époque contemporaine. Et elles resteront donc longtemps encore entourées d'un mystère qui fait leur charme auprès des historiens et auprès des amateurs, parce que ce soupçon de secret, de petits et de grands secrets, contrebalance l'austérité de leur approche et le long travail de décryptage des sociétés auxquelles elles permettent d'aboutir. Je vous remercie.